bien grave. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast produit par la Sound Academy, podcast qui vise à accueillir les meilleurs ingénieurs du son, DJ, beatmakers et producteurs de demain. Je me présente, Jérémy Attia, fondateur de Studio Map, Sound Academy. Timothée, cofondateur de Sound Academy. Et aujourd'hui, on accueille RDS. Comment tu vas, RDS ? Ça va très bien, et vous ? Donc, beatmaker de renom. On va en parler, mais Rimka, Ashkid, Hustle l'Enfoiré, t'as fait tout le monde en gros. Beaucoup de gros noms, on va y aller petit à petit. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu, qui t'es, d'où tu viens, t'as commencé quand ? Ok, alors moi c'est RDS. Donc RDS, déjà, c'est les initiales de mon prénom, au cas où les gens ils le savent pas. Que tu peux dire pour non, ceux qui te connaissent pas. Non, on va rester dans la discrétion au cas où j'ai des ennemis. Non, je rigole. Donc RDS, moi j'ai eu un parcours un peu différent de tout le monde. Parce que mon père, il était expatrié, en fait. Je vais partir sur les bases. Et donc, j'ai fait ma scolarité à l'étranger. Ok. T'es togolais, c'est ça ? Je suis togolais, ghanéen, et deux origines un peu distantes. Je les dis pas parce que sinon, ça fait trop. Et en gros, il était expatrié. On l'a envoyé faire... il était prof, en fait, prof de physique-chimie. Donc, moi, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Ghana, j'ai fait Haïti. Et dans tous les pays où j'allais, il y avait quelqu'un qui faisait de la musique ou qui dansait ou autre. Et de base, moi, je suis dans la danse, en fait. Okay. C'est ça. Donc, je dansais parce que ma mère a toujours dansé et j'ai toujours suivi un petit peu, mes frères aussi. Et donc, arrivé d'abord non, c'était en Haïti. J'ai fait 4 ans en Haïti, donc les années 2005 à 2009. Je suis arrivé au lycée français, donc à Alexandre Dumas, voilà, pour les petites précisions. Et dans ce lycée, il y avait quelqu'un qui faisait de la musique, mais musique électro. Donc, ouais, moi, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. C'était la période électronique, donc tectonique, tout ça. J'ai grave dansé d'ailleurs. J'ai grave dansé la tectonique. Là, on a déjà un scoop. Ouais, non, j'ai grave dansé la tectonique pendant une longue période. Donc, lui, il faisait de l'électro, il s'appelait Badji carrément. Badji. Gaël Level, c'était ça son prénom. Okay. Et il bossait sur FL Studio 8XXL, je crois. Et moi, je connaissais pas encore le logiciel. Donc. Non, on est au 12 au 13, là, non ? Non, il y avait le 8 à cette période-là, je crois. Mais maintenant, là... Maintenant, on est au 24, je crois, 24, carrément. Ouais. 24 ou 21 ? Pas que je dise de bêtises. 12, c'est sur Ableton. Ouais, je suis team Ableton. T'es team FL ? Moi, c'est que FL. Que FL ? Que Fruity Loops. Okay. Que Fruity Loops, en fait. Et le 8XXL, donc de base... Ouais, il bossait sur ça et il publiait ses sons sur Facebook à l'époque. Parce que Facebook, c'était, on va dire... donc là, tu nous parles d'une autre époque, là. Mais vraiment. Et t'as commencé à comme ça, il t'a montré FL et tu t'es dit, vas-y, je vais me mettre sur le truc. En fait, j'ai même pas commencé à ce moment donné-là, puisque cette période-là, 2005-2009, j'écoutais et c'est comme si, en gros, je me nourrissais de tout ce que j'entendais. Okay. Tu vois. Donc, comment il fait cette musique-là, comment il fait ça, mais j'avais absolument pas commencé. Okay. Mais je connaissais le nom du logiciel. Okay. Et on va dire que ça a été les prémices de quelque chose, en vrai, qui a commencé le moment où j'ai bougé au Ghana, en fait. D'accord. C'était quand, du coup ? T'as pas mal bougé, en fait. J'ai beaucoup bougé. Et ça, c'était les pays où, en fait, on a résidé avec mes parents. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup voyagé. Miami, Asie, un peu partout. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué dans tes influences. Ouais, dans la musicalité, même dans la créativité. Je suis quelqu'un qui est un peu dispersé. Donc, en vrai de vrai, c'est peut-être ça aussi qui a aidé la création. Je sais pas, peu importe. Okay. Mais après ça, on a bougé au Ghana. Et au Ghana, j'arrive dans le lycée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Félix quelque chose, et il faisait des prods aussi sur FL9. Parce que là, c'était la période 2009. T'avais quel âge à cette époque ? Je sais plus, j'avais... Parce que moi, j'avais 1 an d'avance de base. Après, j'ai redoublé. Tu avais 16-17 ans. C'est ça, j'avais 16-17 ans. Et là, aujourd'hui, t'as quel âge ? Là, j'ai 31. Ok. Donc, du coup, j'ai commencé vers 16-17, vraiment au Ghana, en fait, à ce moment donné-là. Parce que lui, il faisait beaucoup de prod style Timbaland, tout ça. Et moi, j'adorais Timbaland de fou. Parce qu'il avait sa musicalité à Timbaland, elle était incroyable. Encore aujourd'hui, considéré comme un des meilleurs producteurs de l'histoire, incontestablement. Bah oui, il est venu avec... En fait, c'est ça qui se démarque, c'est qu'il est venu avec quelque chose de différent. Et c'était tellement pur que c'est resté dans le temps. Alors que t'as ceux qui viennent avec quelque chose qui, des fois... va être, copié, mais ça va pas durer autant, tu vois. Okay. Donc, non, Timbaland, c'était lui, Pharrell aussi. Mais donc, pour revenir au compositeur du lycée, lui faisait beaucoup de prod. Et il me les envoyait, en fait, sur Facebook à l'époque. Et j'écoutais. Et c'est là que j'ai téléchargé le logiciel FL Studio 9XXL, je crois, ouais. Et j'ai commencé à tester, m'amuser. Full autodidacte, toi. Ouais, full... À ce moment donné-là, j'avais pas de piano, donc c'était les touches du clavier. Donc, je sais que A, ça sonne comme Do, ça sonne comme Ré, ok. Donc, je commence à beaucoup à l'oreille. Ouais, que de l'oreille. Ça aide.
Ça aide beaucoup. Et après, j'ai eu mon premier petit piano de 25 touches que mon plus grand frère il m'a offert. Synthé. Ouais, mon plus synthé, voilà. Un petit synthé, un petit MIDI de 25 touches, parce qu'il voyait que je m'amusais, en fait. C'est vers les années peut-être 2010, 2011, je sais plus. Et j'ai commencé sur ça, et je faisais que de l'électro, moi, de base. Électro, techno, reggaeton. Arrête. J'aimais pas le rap, en fait, à ce moment-là. T'aimais pas le rap ? Non. Toi, tu as fait le chemin vers. Donc, tu viens de l'électro, du monde électronique. C'est Si on ça. allait parler un peu de tes influences, donc c'est bien de faire le fil conducteur. Donc, pour tes influences, au début, t'es plus sur un scope électronique, quoi. On va dire, je suis plus sur la période électronique parce que juste avant, du coup, il y avait la tectonique. Et comme je dansais beaucoup, j'aimais beaucoup la tectonique. Et je passais des heures à aller sur un site qui s'appelait livingelectro.com. Il y avait des sons qui sortaient chaque jour de Martin Garrix, de Fête Et à Le l'époque, Grand. c'était l'EDM, beaucoup. C'était exactement ça. EDM, le son, un son que j'ai en tête, Infinity, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas trop, de Classe, je sais plus quoi. T'as la mélodie en tête, c'est sûr, dès que tu entends, tu vas remonter trop loin, les frères. 2008, ça. 2008, Infinity. Mais t'aimes encore l'électro aujourd'hui ou pas ? Ou c'est plus trop ta... En fait, je peux l'écouter. Non, maintenant, ce que je préfère, c'est la drum and bass. Ok. Ouais, je préfère la drum and bass parce que c'est bête, hein, mais je fais beaucoup de crossfit. Et dans le crossfit, il y a beaucoup de drum and bass. Et donc, du coup, j'ai l'impression que quand j'écoute cette musique, si je suis KO même, je peux taper un sprint pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'elle te réveille. C'est ça, exactement, tu vois. Ok, super intéressant. Et du coup, à partir de quand t'as fait ce switch de musique électronique à musique urbaine et t'as rien gardé de la musique électronique, t'as jamais sorti des trucs, t'as jamais... Ou est-ce tu dirais qu'il y a une trace dans ton travail de ces influences-là? Alors, j'ai beaucoup bossé avec... Donc, alors, pour reprendre, il y en avait 2 en Haïti qui faisaient de l'électro. Ils avaient créé un groupe, en fait, et après, ils se sont séparés. Et j'ai continué de bosser avec l'un d'entre eux durant les années 2012-2013. On faisait que de l'électro, mais c'était des trucs qu'on publiait sur Facebook, tu vois, c'était pas... Il y avait rien de... Il n'y avait pas de strat derrière. Il n'y avait pas de strat derrière, c'était vraiment... En fait, c'était pour moi une sorte d'entraînement sans vraiment me rendre compte que c'était un entraînement, parce que moi, je m'amusais. Donc, je suis resté dans ça. Mais t'en as fait quand même pendant 2 ans non-stop. Pendant 2 ans, même plus. Et après, quand j'essayais de faire des prods rap, du coup, j'avais un peu de mal parce que... C'était pas ta vibe. C'était pas ma vibe. J'aimais écouter, mais j'avais pas la vibe rap, à part Timbaland. Tu vois, donc, mais la vibe rap en tant que telle, non, ça m'intéressait pas. Et c'est progressivement vers les années peut-être 2015 où j'ai peut-être saturé sur l'électro. Comment t'es arrivé dans le rap ? Comment le switch s'est fait ? Comment je suis arrivé dans le rap ? Là, tu me poses une vraie question, je sais même plus, en vérité. C'est-à-dire que peut-être que j'en ai eu marre à un moment donné. C'était des rencontres ou... C'était même pas des rencontres. Je pense que j'en ai juste eu marre à un moment donné de l'électro et j'ai commencé à écouter plus de rap US. Voilà, j'ai commencé à écouter plus de rap US, les Lil Durk, tout le groupe à l'époque, la SD, tout ça, Chief Keef. Et c'était les prods de style Lex Luger, voilà, qui commençaient à sortir à ce moment donné-là. Ouais. Il y avait beaucoup de... Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un compositeur sur YouTube qui publiait beaucoup de prods, genre des type beats, en fait. Il s'appelait Cash Money AP, je crois. Ouais, on connaît tous celui-là. On connaît Alex Petit. Et j'entendais ça partout. Et ça a été une sorte de petite influence parce qu'à ce moment-là, c'était les futuristiques type beats qui sortaient beaucoup. Et futuristique type beat, au niveau de la mélodie, ça se rapprochait beaucoup un peu de l'électro, de la trance un peu, donc tu vois. Donc t'as retrouvé un peu... Voilà, et j'ai commencé comme ça. C'est le switch qui a commencé comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de futuristique. Et j'ai eu mon premier placement, en fait, avec Lil Durk. Okay. J'ai commencé comme ça, c'était un featuring psych, artiste caribéen. Et Lil Durk, c'était un son futuristique. Donc tu faisais quoi ? Tu faisais des type beats que tu publiais ? Je faisais des type beats que je publiais sur SoundClick. Carrément. Okay. Et j'ai vendu ma première prod sur SoundClick, j'avais créé un compte et je publiais des prods, et je m'inspirais des compositeurs, de ce qu'ils mettaient comme tarif ou etc. Je savais pas du tout ce que mes prods elles valaient à ce moment donné-là. Donc j'ai mis, je crois que j'avais mis 300 € et j'ai vendu ma première prod comme ça. Je me dis ok, c'est un délire en vérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vrai que dans l'amusement. J'allais justement y venir, c'est à quel moment que tu te dis bon vas-y, j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie de vivre dans la musique, je veux être beatmaker et c'est ça ou rien. Il n'y a aucun moment, en fait. Okay. Ça a été plus... je m'amuse. Et c'est venu à toi naturellement. Voilà, ça arrivait naturellement. Un jour, t'as publié combien de prods avant d'en vendre une ? J'en ai pas publié beaucoup, j'en ai publié peut-être 10. Hein. Donc au bout de ta 10e prod, un mec qui met 300 balles, tu dis ok, là il y a un truc. Il y a un truc, et après moi je me dis c'est amusant, parce que j'ai toujours gardé ce concept de me dire que j'allais jamais bosser pour quelqu'un.
mais je savais pas pourquoi, tu vois. Donc, et là, du coup, c'est apparu. C'est dingue, aujourd'hui, on reçoit que des gens pour qui ça a marché tout de suite. Donc, juste après, l'invité d'après, Kylian Mbappé, qui attend là d'ailleurs. C'est drôle. Mais ouais, non, c'est... En vrai de vrai, j'avais pas prévu. Moi, je m'amusais, je me suis dit, je vais après, tester. Il y a quand même un pas entre vendre une prod à 300 balles et placer ça, pour Lil Durk. Voilà. Mais le placement pour Lil Durk, on va dire que c'était surtout... Son premier placement, c'est Lil Durk. Ouais, c'est vrai, en vérité. C'est ton premier placement, ça c'est c'était avant Ashkid. C'était avant, parce que Ashkid, c'était en 2015. On va revenir à la période. Nous, on est des gros fans d'Ashkid. Mais on va revenir à cette période-là. Ashkid, c'était après, carrément. Ouais. Et du coup, Lil Durk, comment il a entendu ta prod? Alors, déjà, c'était. Du coup, c'est quoi? C'est 2015? Je crois que c'est 2015 ou 2016. Parce qu'à ce moment, Lil Durk, il est déjà un peu en place. Il est un peu en place. Ouais, c'était 2015-2016. Et je bossais avec un compositeur qui s'appelait Yannick Hypnotic Beats, exactement. Et on enchaînait beaucoup de futuristiques. Donc, on faisait que ça, futuristique. Et lui, de son côté, parce qu'il était aux Caraïbes, en fait, il bossait avec Saïk, je crois, où il avait son manager qui bossait avec Saïk ou quelque chose comme ça. Et ils avaient deux featuring en préparation. Saïk et Lil Durk, et Saïk et Chris Brown. Tu vois, et pour le Saïk Lil Durk, on avait charbonné je sais pas combien de prods, il m'avait parlé du brief, tout ça, pendant peut-être une semaine. Et à un moment donné, on est tombé sur une bonne prod qui passait à chaque fois. Et on l'a bossé version 1, version 2, version 3, version 4, jusqu'à ce qu'il valide totalement. Et c'est arrivé comme ça, en fait. Et après, on a commencé le Saïk Chris Brown, qui s'est enchaîné aussi. Mais bon, après, ça n'a pas donné suite, je crois, parce que Chris Brown n'est pas venu aux Caraïbes pour le featuring ou autre. Et puis voilà. Mais ça, c'était ça. C'était vraiment ça. Ouais, c'est ça mon premier placement. Ok. Et t'étais signé à cette époque? Absolument ou full indé? J'ai toujours été full indé. Toujours pas, d'ailleurs. Tu es full indé. On va parler aussi de ça. C'est incroyable, ça. Ouais, j'ai jamais été signé. Je sais pas pourquoi. Okay. Justement, tu t'as mis le doigt sur quelque chose, et qui est le lot des beatmakers, il faut savoir vivre avec. C'est le fait que t'es dépendant des interprètes pour que le son y sorte. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir taffé de fou de ton côté, avoir sorti une masterclass. Les artistes, si ça fait pas au niveau du producteur ou n'importe pour quelle raison le son il sort pas. Comment gérer cette frustration? Je parlais avec un beatmaker que je nommerai pas là il y a quelques jours, qui me faisait écouter un son qu'il a fait avec Aya. Le son est pas sorti, mec. Ton placement avec Aya, c'est mort. Le placement, il est mort. Donc en vérité, tu peux. C'est juste. T'as des terres. Si ça passe pas là, c'est où que ça peut passer, en fait. Ça passera forcément. Forcément à un moment donné. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu peux pas compter totalement là-dessus, parce que sinon, sachant qu'on est dans un monde où tout est monétaire en partie, c'est-à-dire tes fins de mois, ça va être quoi concrètement? Si t'es payé en plus par la SACEM, qui est de manière, qui vient de manière trimestrielle, tu dois déjà attendre qu'il y ait une valeur de ton son, puis ensuite avoir un versement, puis ensuite... Mais entre-temps, le temps, il passe. Tu vois, t'as le temps d'avoir des cheveux blancs. C'est clair. Donc, en soi, faut... Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil, parce que moi, je m'en fous, en fait, Donc, toi, comment t'as géré cet aléa avec les artistes? T'as juste continué de produire et placer ailleurs? J'ai continué de produire, mais en même temps, moi, je terminais mes études. Donc, j'étais dans ce truc de... Toujours dans l'amusement. Genre, je place, c'est amusant, c'est drôle. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais en vivre. T'as fait des études de quoi, d'ailleurs? De gestion administrative et gestion financière. Okay. Donc, rien à voir avec la musique. Rien à voir. Mais en fait, j'ai fait un bac S parce que les parents l'ont dit. Je voulais pas. J'ai fait des études de gestion parce que je me suis dit, je sais pas ce que je veux faire. Faut faire quelque chose. Et la musique, je m'amusais, mais jamais je me suis dit que j'allais... D'ailleurs, je faisais mes stages quand j'étais en master ou en licence. Et ma responsable de stage, elle voyait que j'étais pas dedans, donc elle m'a laissé carrément faire des prods tout le monde du stage. C'était archi drôle. C'est beau, ça. Non, franchement, c'est comme si elle savait déjà que... Mais puis, en fait, elle m'a laissé faire des prods. Elle s'est dit, non, c'est trop. Vas-y, va faire des prods. Mais c'est vraiment ça. Genre, fais tes prods. En fait, je sais que tu vas rien faire, fais tes prods. Et j'étais payé à faire des prods au taf, sur les champs. Tu la remercies, elle? Oui, bien sûr. Véronique, je crois que c'est ça son prénom. Véronique. On fait un shout-out à Véronique. Non, vraiment shout-out de fou. Super. Et du coup, donc là, après que t'aies placé cette première prod pour Lil Durk, comment ça s'est enchaîné par la suite? Et t'as déjà été approché par des labels, des maisons de disques qui ont voulu te signer, etc.? En vérité, même... En fait, une fois, si. Mais comme j'ai toujours été quelqu'un qui se débrouillait, en soi... J'ai enchaîné Lil Durk. De l'autre côté, je me suis dit, si je peux placer Lil Durk, je peux placer un autre. Et j'ai réussi à placer King Louis, à l'époque, qui était dans le même concept. On va dire, c'était le précurseur, lui, de la drill. Une sorte de drill Chicago façon. Et je l'ai placé grâce à Twitter.
parce que je savais pas comment atteindre les artistes, donc je cherchais les mails sur Twitter. Donc je cherchais les mails, et je suis tombé sur le mail d'un artiste qui s'appelait Chase Ben, et il demandait des prods, en fait. Donc je lui ai envoyé un DM, et je lui ai dit, tiens, j'ai plein de prods futuristiques, vas-y, tiens. Il a pris une prod, je crois 3 jours après, il m'a dit qu'il va faire un featuring avec King Louis. Et en fait, je me suis dit, oh, King Louis, c'est qui? Je savais pas c'était qui à l'époque. Moi, j'avais dans ma tête Lil Durk, j'avais SD, j'avais Chief Keef, j'avais Freddy Montana. Non, c'est comment il s'appelle? C'est pas celui qui est Freddie décédé. Gibbs. Non, il y en a un qui est décédé. C'était le groupe. Il avait même une croix ici, là. C'était tout le groupe des drillers de Chicago. Tom? Fredo Santana, voilà. Fredo Santana. Okay. Ouais, voilà, j'étais dans tous ces futuristiques-là. RIP Fredo, vraiment. Ok. De fou. Mais, et du coup, ça a été le deuxième placement US avec King Louis. Et comme ça, en fait. Ça a été une volonté pour toi, direct, d'aller adresser les ricains, bosser avec les ricains? Non, en fait, pas vraiment. Si, je crois, peut-être, parce que je voyais qu'en France, je savais pas par où passer. Je me suis dit, je sais pas à qui je dois envoyer un message. Donc toi, tu me dis, en France, ça marche pas, je dirais que je vais taper les ricains. Mais c'est ça, en fait, en vérité, puisque j'avais l'impression... À cette époque, Twitter... c'était pas comme maintenant, c'était sur Twitter, tu vois. Donc tout était bonne un peu... vibe à l'époque. Maintenant, c'est devenu chelou. C'est ça, tu vois. Et tout était un peu plus accessible, que ce soit les artistes. Il n'y avait pas autant d'abonnés, ils répondaient beaucoup plus facilement. Et ils demandaient beaucoup send beats to this mail, tout ça. Ils lâchaient beaucoup ce genre de trucs, tu vois. Puis de toute façon, il y a un aspect, je suis désolé de te couper. Non, t'inquiète, carrément. Il y a un aspect où c'est beaucoup plus facile pour les beatmakers d'aller bosser avec les ricains que pour les interprètes. Hein. Ouais. C'est les beatmakers, c'est ta prod, hein. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de... c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Et ça donne une autre perspective à ta prod, en vérité. Aujourd'hui, tu préfères bosser avec les ricains ou les Français? Sachant que j'ai bossé qu'avec des ricains à distance. Parce qu'au final, c'est vrai. Tu préfères placer pour des Américains ou pour des Français? Les deux, en vérité. En vrai, tu distingues pas, tu t'en fous. Mais c'est pas le même procédé. Même que ce soit le procédé contractuel ou le procédé même musical, c'est pas la même chose. Parce qu'au niveau des US, il y a beaucoup plus de gens derrière. Je vais placer un son, admettons, je vais prendre un exemple au hasard, je sais pas moi, peut-être The Weeknd ou autre. Il n'y aura pas que toi à la compo, ils vont peut-être être 4-5 dessus juste parce que quelqu'un... Voilà, facilement. Et après, il y aura d'autres gens qui vont intervenir et guitare, tout. Une basse. Voilà, les songwriters, etc. Ils sont, pour The Weeknd, ils sont quoi? Des fois, ils sont 80 à bosser sur un son. C'est ça le problème aussi. Après, tu rajoutes les mecs qui mixent, puis le master, c'est quoi? Ils sont à la fois 150 par son. Et puis, c'est fini. Donc, même si le son, c'est un son qui fait 1 milliard, bon, ça revient à placer un très très gros son en France au final, tu vois, en étant 2 ou 3. Donc en soi, c'est un univers différent, mais moi je suis ouvert à tout. Même l'Asie aussi. Mais je connais pas du tout l'univers asiatique. Mais la K-pop, ça a l'air d'être quelque chose de très à part aussi. Donc tu devrais placer des prods de K-pop. Totalement. En vrai, c'est bien, t'as raison. La musique, c'est un autre délire. Pas de frontières. C'est ça. Mais ok. À ce propos, on parlait de la reconnaissance, un peu du coup des ingés son studio, où voilà, il y a un manque de reconnaissance. Au niveau des makers, ça a pas mal évolué et j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus de reconnaissance, c'est beaucoup plus facile d'aller négocier ses cachets, ses royalties, etc. C'est pour ça. Vous. Comment tu peux me parler de cette évolution en fait, c'est avec des situations comme celle-ci. Là, c'est un podcast, par exemple. Ça va mettre en avant un beatmaker. Avant ça, il y avait la prod qui a mis en avant quelques beatmakers. Il y a eu Bouscapé qui a fait aussi la même chose. Donc, juste cette reconnaissance-là. Ça passe par les médias aussi. Ça passe par les médias. Et ça passe aussi par le fait qu'aux États-Unis, on va dire que le regard sur les beatmakers est différent. C'est n'importe quoi. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, on va dire qu'il y a une sorte d'évolution qui est pas simultanée, mais qui est parallèle en France, qui fait que maintenant, les compositeurs vont être plus reconnus un peu, mais pas à la même valeur que... Ça a aidé même les beatmakers français. Il y a des mecs qui émergent comme Pierre Bourne, des mecs comme ça qui ont tellement changé, les courants musicaux, les courants de la musique. Mec est mainstream, le rap est mainstream aujourd'hui. Donc des mecs comme ça qui sont beatmakers et qui font tellement évoluer la chose, ça amène du respect sur la profession. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, faut forcer quand même ce truc de reconnaissance, parce que en soi, si tu prends... Personne va écouter une musique a cappella. C'est ça, tu vois. C'est toujours le problème. Si on prend le procédé musical, le compositeur, il fait sa musique de son esprit, de son environnement, de son émotion. L'artiste, il vient sur la musique, donc il a une base.
mais il a quelque chose, tu vois. Alors que le compositeur, lui, il crée. Donc, celui qu'on devrait mettre plus en avant dans la logique des choses, c'est le compo. Et ensuite aussi, moi, je trouve que les ingés, ils font un taf incroyable. Parce que tu peux faire des sessions où Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un gars qui crie et tout, mais ça va bien sonner à la fin. Tu vois. Et tu penses qu'il y a un travail aussi à faire là, faire évoluer la mentalité sur la reconnaissance des ingénieurs du son studio aussi? Totalement, que ce soit ingé, que ce soit compositeur, que ce soit les gens derrière, en fait, que ce soit qui sont derrière la vidéo, derrière les clips, les managers, les stylistes, tout. En fait, chacun a sa place. Et si t'enlèves quelqu'un, c'est comme si t'enlèves un bloc dans un puzzle, il va manquer un truc pour moi. Faut pas que ce soit que les artistes qui soient devant. Parce que maintenant, t'enlèves toutes ces personnes-là. Je suis désolé, je vais pas mettre de nom, mais tu vas pas chanter un son en acapella de un seul artiste. Comme ça. Tu vas aller en soirée, tu vas chanter le son avec plusieurs personnes en acapella. Non, c'est impossible. Parce que t'as une référence, t'as quelque chose, t'as une prod derrière. Si t'aimes le clip, c'est parce qu'il y a eu une DA derrière, de par les directeurs de clips, etc. Et c'est tout ça, les stylistes et tout. Donc, tout est lié. Donc, tout le monde mérite sa part. Mais totalement. Et toi, du coup, t'as déjà fait le switch beatmaker ingé son ou t'es toujours resté vraiment dans la production musicale? Je suis resté dans la production musicale. J'ai enregistré quelques artistes à un moment donné sur FL Studio, mais c'était juste... Mode session home studio. Voilà, tu vois, c'était surtout ça. En mode labo, quoi. Exactement, mais je suis pas parti derrière... Non, je suis pas parti derrière... Pour quelle raison ça t'attire pas ou tu te sens plus à ta J'y ai jamais pensé, en fait. Beatmaker, tu te sens mieux, quoi? En soi, c'est pas que... Je vais aider peut-être au niveau direction artistique s'il y a quelque chose, mais je vais laisser la personne faire quand même son taf, sachant qu'elle a peut-être son talent qui est là, c'est pour ça qu'elle est présente là. Je vais pas trop manger dessus parce que sinon t'as l'impression que c'est toi qui fais tout et ça c'est pas bon. Faut que chacun ait sa place en fait. Sinon c'est pas équilibré. À part si c'est moi qui bosse le truc tout seul. Tu vois, et là je vais bosser un son de moi-même avec un ingé. Là je vais peut-être être un peu plus pas exigeant, mais je vais avoir mes directives. Plus avoir ton regard c'est sur ça, tu vois. Mais là, pour le coup, non, je pense que chacun a sa place. Ok, c'est cool. Tout le monde a sa place. Et donc, du coup, pour revenir un peu plus sur le côté français, donc t'as bossé avec Ashkid, t'as bossé avec d'autres artistes, tu peux nous les citer tous? Ouais, j'ai bossé avec Ashkid, j'ai bossé avec Niro, j'ai bossé avec Maska de Section d'Assaut beaucoup pendant longtemps, Gambi, Nino, Nino j'ai déjà dit? Non, c'était Niro. Nino, l'Enfoiré, tout, SEH... l'Enfoiré, les méchants. Oui, les méchants. Air Max de Rimka et Nino. Air Max, Maes, Avenue Montaigne avec Benjay. Très bien marché. La vie du Banks avec tous les rappeurs de Rec 118. Shanso aussi à un moment donné. C'est fou d'avoir fait autant de placements en indé. Ouais, de chez moi. Aujourd'hui, de chez toi. Tu les as rencontrés ou pas? Nino, je l'ai rencontré en 2016. On avait fait une session avec Benjay. Du coup, c'était dans un studio dans le 94, je sais plus c'était où. Et c'était à ses débuts, je crois que c'était à la période Mills, je sais plus du tout. Et Mills 1 ou 2 Mills 1 ou 2, je sais plus. On a fait une session, mais il y avait rien de concret. Donc c'était ça s'est très bien passé, mais il y avait rien de concret. Après, j'ai rencontré Rimka par le biais de Benjay. Et ça, c'était en 2017. Et c'était une très bonne session aussi, mais il n'y avait rien de concret. D'ailleurs, même comment le son il est arrivé, c'est là que je me dis qu'il faut toujours pas se prendre la tête dans ce milieu. Il faut faire ce que tu fais en t'amusant, parce que j'aurais même pas pu prévoir la manière dont les choses allaient arriver, en me disant que je vais forcer. Non, c'est arrivé tellement aléatoirement, sans l'être, que... Ouais. Nous, Enfin, tu dis que ça arrivait aléatoirement, mais excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, pas de souci. Juste pour pas oublier. Mais en vrai, t'as quand même beaucoup travaillé pour avoir ce que t'as eu, tu vois. En fait, même regarde, quand t'as envoyé tes prods futuristiques, t'en as fait 50 avant de pouvoir en envoyer une, tu vois. Ouais, tout ça, c'est du travail, c'est pas aléatoire, tu vois. Non, c'est pas aléatoire, mais aléatoire dans le sens où t'as pas le contrôle sur beaucoup de choses. Tu dois taffer, mais tu dois laisser la part aussi à la partie où tu fais pas... au hasard, voilà, exactement. Parce que, en fait, on va dire, je vais prendre exemple Air Max. J'ai pas validé mon année. J'ai pas validé mon année, donc j'ai redoublé mon année. Donc on est en 2017. C'est bête, hein. Et je sors de ma douche, je tombe, je glisse, et je me casse le bras. Je me coupe un tendon. Ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment une histoire. Et donc du coup, je peux pas aller en cours pendant peut-être 1 mois. Donc je reste chez moi. Donc je suis comme ça, je prends les cours à distance. Et puis à un moment donné, je me dis vas-y, je vais faire une prod. Je vais mettre toute l'énergie de l'émotion que j'ai là dans une prod et je vais faire la prod. Je fais la prod, je l'appelle Ego et je la déteste cette prod, tu vois. Je fais la session avec Rimka après. Comment déjà tu te retrouves en session avec Rimka? Benjay. Okay. Benjay, lui, il avait produit Rimka déjà de base.
Et il m'avait dit qu'il avait une session, c'était vers quoi? C'était novembre 2017. Et il m'avait dit qu'il avait une session avec Rimka et de venir. Donc je suis venu. Et Rimka, je lui avais envoyé 2-3 prods déjà, mais il avait kiffé la vibe. Donc je me suis dit, vas-y, je vais voir il le avait kiffé, mais t'avais pas encore pris une prod, quoi. Non, juste dit, vas-y, c'est cool. C'est ça. Et là, on est en 2017. Donc du coup, on fait la session. Il kiffe les prods et tout, mais il n'y a rien de concret. Donc bon, voilà, c'est cool. Et cette prod Ego, moi, dans cette période-là, en fait, je me débrouillais pour avoir le contact d'un peu tout le monde. Donc, j'avais eu le contact de Damso à ses débuts. Au moment où il a sorti Débrouillard à jamais, je crois. C'était ça. C'était sur Batterie Faible, je crois. Ouais, même avant Batterie Faible, je crois. C'était avant. C'était juste avant Batterie Faible. C'était le clip qu'il avait sorti. C'était, je sais plus du tout. J'avais DM sur Insta, il m'avait répondu. Voilà ce que je faisais. J'envoyais des messages Twitter, Insta, tout ça. C'était un petit peu ça. Et même Niro, c'était un peu pareil, d'ailleurs aussi. Non, mais je restais sur Damso. Donc, j'ai pris son mail. Je l'ai bombardé de prod. Il m'a bloqué des prods, peut-être, je sais pas moi, 18 fois. Il a jamais rien utilisé. Donc, je me suis dit, ah, vas-y, ok, bon, tranquille. En fait, c'est ça qui est dur dans ce métier. Parce que on va te bloquer des prods, tu vas dire, t'as besoin de l'artiste. Mais quand il te la bloque, il dit juste, je vais la prendre. Je vais la prendre, je vais bosser dessus. Mais il le fait pas. Il le fait pas, mais c'est normal. Toi, t'as pas gagné 1 euro. Non, et entre-temps, tu dois quand même faire quelque chose de ta musique. C'est ça le truc. Ça. En fait, c'est amusant, mais en même temps... C'est frustrant. C'est frustrant. Et il faut avoir un juste milieu dans la chose. Moi, je m'en foutais à cette période-là parce que j'étais entêté. J'ai dit, vas-y, je le vois comme un jeu, un objectif. Je vais arriver à mes objectifs parce que je me suis dit, je vais avoir un single de diamant. C'est ça mon truc. Je me suis dit, je vais avoir un single de diamant. Mais c'est pour ça que je me dis aussi qu'il faut être précis quand tu veux quelque chose. Moi, je dis, je vais avoir un single de diamant. Donc, premièrement, je rate mon semestre. Je me blesse dans la douche et je suis énervé, je fais la prod de Air Max que j'appelle Ego et que j'envoie à personne d'autre, à part Damso une fois. J'envoie la prod toute seule, je dis, ah, tu pourrais tester dessus et ça. Il répond pas. Ok. On arrive en 2018. J'envoie la prod à Rimka en février quelque chose 2018, dans un pack de 5 prods. Je mets la prod dedans, il n'y a pas de retour, rien qui se passe. 2-3 mois après, il y a Benji qui m'envoie un message qui me dit envoie des prods à Rimka, néglige pas Rimka, etc. Moi, je me dis pourquoi il m'envoie ça, j'ai des examens, frérot, enfin, je vais pas envoyer de prod là. Mais il me redit ça une semaine après. Et moi, quand il y a ce genre de message, je me dis ah bon, peut-être que c'est un truc que je dois écouter de l'univers, je sais pas, enfin bref. Et je me dis vas-y, je vais envoyer un pack de prod. Et j'ai envoyé un pack de 5 prods à Rimka. Et en fait, il a bloqué une prod qui était salsa ou quoi que ce soit. Salsa, quelque chose dedans, que j'avais fait avec Hypnotic Beast, du coup, celui avec qui j'ai placé Lil Durk. Et donc, l'année se passe, tout ça, 2018. Et en juin, il m'appelle pour me dire que, on va prendre les 2 prods, là, on a besoin des pistes. Et il y aura un featuring avec Nino, nanana. Moi, je me dis, cool. Voilà. Sans plus. Et 1 mois après, donc on était en juin, on passe à juillet, ils me disent, la leçon, il va sortir le 25. C'était sur la prod Ego, Et je me dis, ok. Bon, ça va être alors que de base, tu l'aimais pas la prod. Je la détestais cette prod. J'ai détesté cette prod parce que je l'ai fait en fait en étant tellement énervé que je pouvais même pas apprécier ce que je faisais. J'ai juste fait sur le vieux Packard Bell que j'avais, il s'ouvrait même pas le pot. Mais merci à lui, Charles. Tu vois. Ah ouais. Ouais, le PC il était complètement cassé. J'ai fait la prod et je dis vas-y, c'est bon. Bref, parce que je pouvais rien faire. Je pouvais pas conduire, je pouvais pas jouer à la console, sachant que je suis un geek de fou. Donc je pouvais juste bosser. Je pouvais même pas faire de basket, que dalle. Donc j'ai fait la prod. Et donc le son il sort en 2018. Et quand il sort le son, en fait, moi, j'écoute le son à la sortie le 25. Et je me dis, c'est cool. Juste placement avec Nino, quoi. Rimka et Nino, le son, il est cool, voilà. Et je passe à autre chose parce que moi, après, il me reste 1 année de master et je me dis, il faut que je fasse quelque chose de ça, en fait. Mais je me dis pas que ça va être un son qui va avoir autant un impact. Parce que à ce moment donné-là, je sais pas exactement, j'ai pas la vision sur la musique. Je me dis juste. Du coup, t'as eu ton diamant sur ce son ? C'est ça. Premier diamant sur le son. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas aléatoire, mais en même temps, tu vois, j'ai pas le contrôle sur les choses. Il a fallu que tous ces événements arrivent. Parce que si au final j'avais réussi mon master, enfin réussi mon année, je me serais peut-être pas blessé du coup. J'aurais pas fait la prod avec ces émotions-là. J'aurais pas envoyé de. Enfin, s'il y a trop d'éléments, de paramètres. Destin. Ouais, c'est ça. Et tout ça, mon pote, je crois que c'était ça. Et t'as combien de certifications ? Je sais plus. Je crois que j'ai 4 diamants. J'ai plusieurs singles d'or. J'ai pas mal d'albums qui sont en platine, de Maes, de Rimka, de Son Enfoiré, de Niro, parce que j'étais sur 2 projets de Niro.
J'ai un single à l'export. Une grosse collection à la maison, quoi. En fait, quand même, ça va, pour le coup, ouais. Non, c'est cool. Tu les mets où? Tu les mets aux toilettes? Non, c'est au-dessus, juste derrière tout ce qui est lié à Dragon Ball Z. Je suis grave un fan de DBZ, moi, donc il y a tout ce qui est lié derrière. Et puis, j'en ai que 4 que j'ai vraiment fait, mais il y en a d'autres aussi. Donc, alors, nous, moi, personnellement, je pense que Jérém me rejoindra là-dessus. Il y a un artiste avec qui t'as bossé qui est dans ta disco que moi, j'apprécie plus particulièrement, même s'il est un peu plus underground que les autres artistes, c'est Ashkid. Est-ce que toi, t'as des artistes en particulier, pas forcément connus, avec qui l'univers ça match vraiment, et avec qui t'as kiffé bosser, avec qui tu t'es dit vas-y, je lui ai envoyé cette prod et il m'a choqué? Ou gros coup de cœur? Ashkid en vérité déjà. Ashkid en vérité c'était le premier. T'as fait d'autres sons avec H ou pas? Non, on a fait un son ensemble et puis après. Il est jamais sorti? Non, le son Parfum. Et puis après. Moi, j'étais dans une autre direction, donc je me suis dit, je vais viser un peu d'autres artistes. On s'est un peu perdu de vue comme ça. Mais non, Ashkid, parce que. Il était trop fort à cette époque. Trop fort. Il est trop fort maintenant aussi. Mais... c'est pas la même DA avant, quand ça arrivait. Il y avait pas grand monde qui pouvait être. Enfin, il y avait lui, mais je voyais pas qui d'autre. Tu vois? Il rentrait dans une sorte de place où il y avait que lui qui pouvait correspondre à ce système-là. Et non, Ashkid, trop chaud. Mais non, c'est vrai que j'ai pas vraiment écouté ce qu'il a sorti dernièrement. Mais non, c'était l'époque 2016, je crois. C'était ça. C'est ça. Ouais, c'était ça. Il avait sorti un son Motel. Moi, c'était une des meilleures époques du rap, en vrai. Mais non, franchement, c'était. Je suis d'accord. Je suis vraiment après, d'accord. C'est peut-être qu'on devient vieux. Je sais pas. Non, parce qu'il y avait beaucoup de diversité. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de. Les gens, même encore aujourd'hui, même les plus jeunes. Tout le monde s'accorde à dire que 2015, tu vois, 2015-2016, c'est les grands crus du rap français, tu vois. Il y avait tout. Il y a Caris, Yves Barbar. C'est la période, hein. Enfin, il y a Nino qui arrive. Il y a Nino qui arrive. Il y a Damso qui arrive. Kalash, tout le monde. Kalash, tout le monde. Non, c'était n'importe quoi. En fait, tout le monde arrivait avec son truc, mais il y avait une certaine originalité à chaque fois que tu retrouvais. Et puis, il y avait aussi la croisée entre ce monde qui était plus rappé, sans autotune, un peu classique à l'ancienne, qui se mélangeait avec l'autotune qui arrivait beaucoup. Il y avait l'émergence de la trappe qui arrivait un petit peu, mais à ce moment-là, c'était l'âge d'or de la trappe. Non, c'est clair. Il y avait plusieurs mouvances, tu vois, qui se mélangeaient. En fait, tu pouvais écouter tout. Tu vois, et tu pouvais écouter tout et arriver à te dire je vais écouter lui parce qu'il a cette vibe-là, cette vibe-là, cette vibe-là. Maintenant, c'est pas que c'est différent, hein, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont leur originalité, mais il y a beaucoup plus tendance à suivre ce qui marche. Et dans ce procédé-là, t'as beaucoup de sons qui se ressemblent, beaucoup d'artistes qui se ressemblent parce que les gens veulent que ça marche, en fait. C'est ça le truc. Mais c'est pas un défaut, hein, mais il manque. Et puis toute cette nouvelle vague un peu de gars qui sont sortis entre 2015 et 2019-2020, ils ont pas su forcément transformer l'essai. C'est ça. Ils sont restés underground, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup dont on n'entend plus trop parler, qui étaient un peu des étoiles montantes avant, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et à côté de ça, il y en a qui ont réussi, qui aujourd'hui ont un monopole, carrément, où ils remplissent des stades. Nino. Je sais pas sur quel mais Nino, sur quoi la différence elle se fait. En fait, je sais pas, pour moi, il a détruit tout. Nino, il a Niska, Nino, enfin. Il n'y a pas que lui, hein. Si tu regardes PLK, il a. Mais là, Stade de France, qui va faire prochainement. Stade de France en quoi, en 30 minutes? C'est n'importe quoi. Il est trop chaud. PNL, même, à cette période-là, en fait, ils sont arrivés et puis ils sont partis avec tout ce qui a marché. Ils ont raison, en fait. Hein. Ils ont fait leur truc. Et puis après, voilà. Mais eux aussi, ils sont séparés, là, apparemment, j'ai entendu. Je sais pas, il y a des rumeurs qui disent que c'est vraiment fini le projet. Mais rien que leur clip, même, il y avait un univers déjà. Leur clip cinématique, de toute façon, c'était un univers où tu vas écouter le son, mais tu observes aussi quelque chose. En fait, donc, c'était une époque où les artistes arrivaient avec quelque chose de complet. C'est ça. À la fois musicalement, visuellement. Aujourd'hui, tu vois, je sais plus. Pour toi, c'est qui le dernier artiste qui est arrivé avec quelque chose de vraiment novateur et complet sur tous les plans? Là, récemment. Sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. Tu vois, il y en a pas un qui m'a tapé, genre. Chacola. Peut-être Chacola et plus récemment. RSCO aussi, très chaud. Qui d'autre qui m'a vraiment mis une tarte. Joe Lagreen, il est chaud aussi. Joe Lagreen, il est très très chaud. Peut-être côté rappeuse, il n'y en a pas qui t'ont mis une tarte Rappeuse, c'est-à-dire rappeuse ou. Artiste urbain féminin. Voilà, Aya, Théodora, elle est archi forte.
Mais après, c'est vrai que j'écoute pas trop de musique féminine à part ça. Donc, j'aurais pas trop moi, de j'aime références. beaucoup, récemment, juste quelqu'un qui est arrivé à cette époque-là, 2014-2015, qui date, Lesram. Ouais. Moi, je trouve que ce qu'il propose aujourd'hui, c'est vraiment. Genre, t'as l'impression qu'il a dormi, et que maintenant, il arrive avec un renouveau, c'est fort. Ouais. Et là, dernièrement, L2B, pour moi, ils sont très chauds. L2B, ils sont chauds. Ils sont très, très chauds. Avec La Fouine, là. Ah ouais, fort, non, il est très, très chaud. Ils font danser les gens. Ouais. J'aimerais qu'on réaxe plus sur du technique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process de travail de manière générale ? Comment tu travailles tous les jours ? Ton process, tout simplement. Est-ce que tu samples ? Est-ce que tu pars de mélo ? Est-ce que tu... Ça peut varier en vérité, parce que moi, moi déjà, les choses, les musiques, je les vois en couleur. Donc, ça peut être... je sais même plus comment ça s'appelle, ce truc-là, mais... quand je vais percevoir quelque chose, je vais le voir en couleur. Donc, s'il y a une émotion aussi, je vais la voir en couleur. Donc, si par exemple, je vais être dans une émotion qui est, je sais pas, un mood un peu off, je vais le voir peut-être en violet. Donc, comme la prod d'Air Max, je la voyais en violette. Et après, je vais partir sur le logiciel et soit ça va être au piano, soit ça va être au clavier. Ou j'ai une guitare aussi, mais que j'utilise pas trop souvent. En fait, je suis autodidacte. Tu lis ça beaucoup à l'émotion et le mood dans lequel t'es. Émotion et mood. Parce que après, le truc, c'est que ça devient trop robotique. Quand ça devient trop robotique, il y a cette partie où la créativité elle est plus naturelle. Et bon, ça va marcher ce que tu vas faire, mais c'est pas instinctif. Je fais ça de manière disciplinée pour que ça marche. Ok, donc c'est une régularité. Mais quand tu arrives à taffer juste par rapport à l'émotion, genre là je veux taffer, là je veux faire une prod parce que je me sens comme ça, là c'est différent et c'est quelque chose qui se perd en fait, parce que du coup à un moment donné quand tu commences à bosser et à avoir tes revenus musicaux ou autres, tu dois continuer pour que ça marche. Donc du coup ta musique elle va changer aussi à un moment donné, et si elle change, tu perds cette petite flamme naturelle, et ça c'est quelque chose qu'on doit garder en fait, parce que sinon tu deviens comme une IA en fait. Tu vas faire, c'est ça, tu vas on allait en venir. Non, pas tout de suite, mais on allait en parler. Carrément. Tu utilises, c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Peut-être pour les beatmakers en herbe qui nous écoutent, ou même les plus confirmés, c'est quoi un peu tes logiciels, tes plugins, tes plugins. Tes on ne demande pas ta notion magique. Moi j'aime bien donner en fait, j'aime bien donner tout. Déjà c'est FL sans souci. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une opposition entre ceux qui produisent de l'électro et ceux qui produisent du rap, et c'est FL pour le rap, la trap, etc. Et pour l'électro, c'est plus Ableton. Parce toi, t'es team FL. Ouais, mais Ableton, c'est vrai que c'est technique parce que c'est très précis. Franchement, moi, je trouve que c'est lourd. Mais même l'électro, moi, je la faisais sur FL de base. Parce qu'au final, j'ai eu la référence FL. Peut-être si j'avais eu la référence Ableton, je dirais ça. Mais les deux univers se mélangent, sachant que FL, maintenant, il devient beaucoup plus technique encore. Mais moi, je prends les logiciels. J'ai beaucoup utilisé Omnisphere pendant un moment donné, mais là, je n'utilise plus. Parce que du coup, comme il y a eu une montée de beaucoup de beatmakers, parce que c'était comme si c'était une trend, c'est pas méchant, mais les gens suivent par rapport à quelque chose, donc ils veulent composer. Donc il y a eu beaucoup de similitudes, en fait, dans la musique, parce qu'il y a les VST qui sont accessibles, craquables, etc. Donc Omnisphere de côté, j'utilise beaucoup Contact, j'utilise beaucoup Analog Lab, Pigments aussi, c'est un VST que j'ai pas mal utilisé. Et après, j'aime beaucoup les effets des sons électro. Donc, j'utilise par exemple beaucoup un sidechain. C'est un effet qui va... Je pourrais l'expliquer là vite fait, mais ça va onduler en gros la mélo, et c'est un VST électro. Enfin, c'est un plugin électro de Nicky Romero. Okay. Et j'utilise beaucoup ça sur mes mélos, en fait, que ça donne une vague un petit peu électro légèrement, en fait. Parce que c'est ce qu'on utilise, en fait, dans la partie... chorus de la prod électro pour avoir l'effet ondulant en sidechain comme ça. Je pourrais pas le faire sonoriser là, mais c'est un peu ça. Ok. Ouais. Et là, récemment, est-ce que tu as eu un nouvel effet que tu as découvert, quelque chose où tu t'es dit waouh, ça je l'entends pas trop dans les prods, j'ai envie de le ramener, ça c'est différent de ce qui se fait aujourd'hui? Je saurais même pas te dire en vrai. J'essaie juste de déstructurer les mélos à chaque fois. Les instruments. Si je tombe sur un instrument, je vais essayer de le dénaturer pour pas qu'il sonne comme quelque chose de déjà entendu, parce que tout est accessible, donc quelqu'un l'a déjà fait forcément. Donc qu'est-ce que moi je peux faire de différent pour que la musique elle garde cette originalité quand moi je vais faire la prod, tu vois. Donc c'est ce que je fais, mais il y en a pas en tête que j'ai là, j'avoue tout de suite. Non, j'en ai pas vraiment en tête là. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse un instant, mais je sais pas. Ok, non, t'inquiète, si t'en as pas. Non, j'en ai pas en tête tout de suite. Hein. Au niveau de ta gestion de carrière, ouais. Parce qu'aujourd'hui, t'es
t'es beaucoup plus professionnalisé que l'époque dont on parlait là, 2015-2016 ou même 2017-2018 où tu faisais tes études, où t'avais plus cette légèreté. Aujourd'hui, c'est quoi ta méthode justement pour placer, pour toujours rester à la page et rester dans le milieu, parce qu'en vrai c'est un milieu. C'est un milieu, ouais. Et comment tu fonctionnes en fait? En fait, il faut écouter déjà ce qui marche, parce qu'en vérité, en partie, il faut le faire. Et faut arriver à garder aussi sa couleur dans la chose. Moi, je mixe les deux. Et j'aime beaucoup bosser avec les directeurs artistiques maintenant, un petit peu, pour connaître la DA, on va dire, de l'artiste actuellement. Et d'essayer de rester dans mon truc à moi, tout en apportant quelque chose qui correspond facilement à ce qu'il veut faire, en fait. Donc, même les songwriters, j'ai bossé avec 2-3 songwriters aussi pour voir ce que ça donne. Donc, ceux qui font les top lines ou autres, et ceux qui écrivent aussi un peu. Et ouais, c'est un peu comme les US, ou on va dire le côté Amérique latine. Et ça donne une autre variété à ce que tu fais. Parce que moi, je suis quelqu'un, je bosse solo de base. Je peux tout faire solo. Ouais, mais le métier c'est un métier maintenant à part entière. De beatmaker, c'est quand même assez lié à du relationnel. C'est ça. Dans le sens où, encore une fois, on va y revenir, mais t'as besoin des artistes. Si un mec qui pose pas sur ta prod, c'est mort. Ah, c'est mort. Donc, c'est ça, comment justement, si toi t'aimes bien bosser solo, comment tu te situes par rapport à ça? Les contacts, toujours trouver en fait, maintenant que les contacts, ils ont quand même été cumulés avec les années, tu les réutilises, tu forces, t'essayes de t'innover. En fait, il faut rester faut écouter tout ce qui marche. Il faut écouter les artistes qui veulent aussi à ce moment donné-là. Et il faut pas se perdre dans le truc de trop robotiser ta musique, parce que sinon, après, toi-même, tu peux te perdre et ne pas avoir envie de faire la musique. Qui m'arrivait pendant un moment donné. Parce que j'étais tellement dans on fait que de la trappe, que je le faisais parce qu'on devait le faire, mais ça me correspondait même pas, en fait. Tu t'es déjà dit, je vais arrêter de faire de la musique, là, je veux faire une autre carrière? Non, je me dis, vas-y, je vais arrêter de faire la musique, là, ça me saoule. Tu t'es dit, là, je me mets en off, quoi. Ouais, mais tu savais que c'était temporairement au fond de toi. C'est ça. Mais en fait, il faut des périodes comme ça. C'est parce que si des t'as périodes de creux pour derrière sublimer un peu. Comme ça, t'as une autre perspective de la musique. Même en soi, la musique, pour moi, c'est quelque chose qui est partout. Le silence, même, c'est de la musique, parce que ça a une fréquence, tu vois. Donc, tu peux voyager, même juste voir quelque chose de différent, ça donne un autre aspect à ta musique. Tu t'arrêtes, tu cuisines même, ça donne un autre aspect à ta musique, parce qu'en fait, c'est de la créativité. Et quand tu cultives l'art, est partout. C'est ça, en fait. Tu vois, dans chaque mouvement, c'est de la musique en soi. Mais il faut varier. Si tu restes trop dans la chose, tu vas saturer. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je peux te le dire, mais soit à ton toi d'il y a 10 ans, ou soit à quelqu'un qui commence aujourd'hui. À mon moi d'il y a 10 ans. Quel conseil tu donnerais pour justement progresser dans cette industrie? En fait, diversifier ta musique. Moi, ce que j'ai fait de base, je le faisais parce que je m'amusais de faire de l'électro, faire du reggaeton, tout ça. Mais j'aurais pu pousser le truc encore plus. Donc, faut pas rester que dans une identité musicale. T'apprends plus quand tu fais plusieurs choses. Fais tout. Même le solfège, je l'ai jamais appris parce que je me suis dit, je suis autodidacte. Je connais le piano, je sais le jouer. Mais même ça, en fait, c'est des barrières limitantes qu'on se met naturellement. C'est un peu de l'ego en disant, j'ai pas besoin, mais en fait, faut le faire. Apprendre le piano, apprendre la guitare, totalement. Et non, chaque genre, le décortiquer. Tu connais la salsa, ok, tu connais le reggaeton, vas-y, tu connais maintenant la techno, ok, maintenant, vas-y, fais de la drum and bass. Parce qu'à chaque fois, tu déconstruis pour reconstruire. Et après, même, tu as une autre facilité à faire tout. Et quand tu vas faire ta musique, les gens, ils vont être touchés parce que ça va être toi, mais avec toute l'énergie que tu auras mis t'auras été cherché dans cette créativité-là partout, ta musique, elle va être différente. C'est là où, en fait, tu prouves qu'un beatmaker, c'est un vrai artiste à part entière qui doit chercher constamment à se renouveler, à s'ouvrir à la musique de manière large, à écouter les styles, et que on ne doit pas rester uniquement dans sa niche. Ça. Sinon, tu te perds. Si tu restes dans ta niche, tu restes dans ta chambre. Tu vois, tu as dû souvent t'adapter aux exigences du marché, parce que c'est le marché qui décide. C'est ça. Parce que voilà, il y a des tendances, les artistes ils vont aller sur ces tendances-là, et les beatmakers qui amènent à manger et qui cuisinent pour eux, doivent s'adapter. Est-ce qu'il y a des fois où tu as été, on va dire, frustré notamment par le game français, on va dire, des tendances qu'il y avait, d'une redondance? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, putain, bon, là, ça commence à me saouler cette histoire? Je pense qu'on va tous le dire, parce que la musique en soi, comme ça, même au-delà du niveau français, si tu prends même le niveau américain, c'est tout ce qui arrive à un moment donné. C'est du rap, c'est de la trappe variée, ou ça va être de la musique pop, ça va être la même chose. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux saturer. J'ai beaucoup dit à un moment donné, je vais essayer d'arrêter de le dire, mais tu peux saturer
Et tu peux être frustré de ne pas voir ta musique marcher, mais faut pas que ça soit un frein, parce que c'est comme ça. Si ça peut marcher d'un coup, comme ça peut marcher dans 5 ans. Mais les 5 ans entre le temps où ça a marché et le temps où ça n'a pas marché, c'est 5 ans de progression incroyable que peut-être la personne à qui ça a marché directement n'aura pas. Tu vois, parce qu'il y a des gens à qui ça a marché directement et puis il n'y a plus rien eu après. Et toi, du coup, vu que ça a marché pour toi après plusieurs diamants, beaucoup de certifications, c'est quoi les next steps? C'est quoi tes objectifs? Tu veux être où dans 5 ans? C'est pareil qu'avant, je sais pas. En fait, là, j'essaye de repartir dans ce truc d'apprécier juste la musique, la faire et me diversifier et placer tout ce que j'ai à placer. Mais au-delà de ça, pas que dans la musique, puisqu'à un moment donné, j'ai réussi à placer par le biais de potes avec qui je bossais dans l'univers film, quelque chose sur Netflix. Donc, il y a aussi ce côté-là qui m'intéresse. Ouais, des projets différents. Ouais, des projets différents. J'ai mis une pause dessus parce que c'est beaucoup plus de travail. Et c'est l'année de la maturité, RDS. Je crois que c'est ça, c'est l'année du changement. Non, en vérité, il y a eu quelques années de changement et de compréhension de beaucoup de choses, mais il en faut. Parce que sinon, t'as pas de recul sur ce que tu fais. Et si t'as pas de recul sur ce que tu fais, tu peux t'arrêter, tu peux faire une pause et puis tu peux ne plus recommencer. Alors que si t'as un recul et qu'après tu repars directement, ça donne quelque chose de différent, en fait. C'est un peu comme ça. Moi, je trouve que t'as un rapport hyper sain justement à la musique et à ton travail, dans le sens où t'es assez détaché et tu te dis, bon, c'est avant tout la passion, faut que je me fasse plaisir. Et parce que moi, j'ai vu chez pas mal de beatmakers toujours cette peur de faut que je place, faut que ça soit bien, faut que ça soit bien. Et qui perdent justement cet aspect fais-toi plaisir. Au contraire, pas mal de beatmakers qui font plein de trucs et les sortent jamais et ça reste dans les disques durs. Ça reste dans les disques durs, alors que des fois, il y a des pépites sur ton ordi. Voilà. Non, et toi, j'ai l'impression que tu as trouvé le bon milieu entre sortir, placer, connecter, et en même temps parfois t'isoler, faire quelque chose ou même rien faire. Des fois rien faire, même juste vivre en tant que tel. Parce que ta musique, elle va venir de ce que tu vis. Si tu vis rien du tout, ta musique, elle va se ressembler à chaque fois. Parce que tu vas vivre tout le temps la même chose dans ta chambre ou dans ton studio, ou peu importe. Donc, est-ce que tu as un process créatif ou genre... toi, t'es plus genre, c'est chez toi, c'est ton cocon, tu bosses, ou des fois tu te dis, vas-y, j'ai envie de partir en séminaire, j'ai envie d'aller loin pour m'inspirer, ou pas trop? Ça peut varier, hein, parce qu'il y avait un moment donné, c'était grave, j'étais chez moi, j'allumais la console, si je me faisais taper un jeu, ok, là, je vais faire une prod. C'était vraiment ça. Donc là, je me suis fait taper, bah vas-y, je vais faire une prod, elle va être énervée. Voilà le procédé. Maintenant, si je gagne, je vais faire une prod qui va être différente. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis plus dans... si j'ai envie, je fais. Mais je vais le faire quand même, en quantité et en qualité, mais ce que j'aime et ce qui semblerait marcher. Tu vois, si ça marche là, tant mieux. Si ça marche pas, ça marchera après. C'est ça, en fait. Mais je vais pas forcer de manière robotique, parce que sinon, après, je vais pas aimer ce que je fais. Faut garder la couleur. C'est un truc de geek, le beatmaking, selon toi? En vrai, oui, je pense, c'est un truc de geek. Parce que t'es derrière l'ordi, t'es comme ça, tu cherches la mélodie et tout. Clic. Souvent des mèmes qui te montrent ça, comment les gens perçoivent le truc, et qu'en fait, c'est là toujours la même snare, là. Ah non. Exactement. Non, mais c'est un truc de geek. C'est une machine, c'est une machinerie. C'est une machinerie, il faut aimer geeker pour faire de la musique. Si t'aimes pas on va être sur les 2 dernières questions. Ouais, vas-y. Alors, avant-dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'impact de l'IA dans la musique? Est-ce que tu l'utilises? Sur quels aspects? Artistes? Surtout création, mix, effets, mastering, je pense tout. Que ça, en fait, le raz-de-marée que ça va représenter et que c'est déjà en train d'être. Comment tu perçois la chose? En vérité, je pense que c'est utile parce que ça facilite une partie du travail. Maintenant, il faut que ça reste utile et que ça soit pas ce qui va prendre la place, surtout. Parce qu'à ce moment donné-là, t'as plus de créativité. C'est le robot qui crée. Et si c'est le robot qui crée, tu perds totalement tout. Donc le robot peut tout faire. C'est clair et net. Mais il faut arriver à allier les deux. On est obligé de passer par là. Donc ça va avancer, ces technologies, ça va jamais s'arrêter. Donc, tu te sens menacé aujourd'hui par ces technologies? Non, pas du tout. Non. Parce que ça reste quelque chose... ça reste une intelligence artificielle. Elle va pas se lever et faire la prod d'elle-même et la envoyer aux artistes. Donc en soi, il y a toujours ce côté où il y a nous qui dirigeons l'IA, on fait ce qu'on veut de l'IA. Maintenant, si ça en vient à ça, là, ça peut être différent. Mais c'est vrai que du côté artiste, ça peut être un peu... je sais pas. Les IA, par exemple... Qui prennent... les artistes se mettent à l'utiliser, donc arrête d'appeler les beatmakers? Même pas, mais au niveau même de leur créativité à eux, ils peuvent la perdre.
Parce que par exemple, si là je vais sur ChatGPT, je lui dis sors-moi un texte de style Niska, Nino, je sais pas quoi, pour que j'écrive un couplet, il te le fait. Il te le fait rapidement en référence à tel truc. Donc déjà, c'est même plus toi c'est pas quelque chose qu'ils vont le faire. Mais tu peux avoir ce procédé où tu vas avoir l'accès facile à ta créativité, en fait. Tu vas réduire ta créativité, tu vas avoir l'accès facile à ton résultat, plutôt. Voilà, ça. Et ça peut être pas fou, mais il faut l'utiliser à bon escient, moi, je pense. Il faut un juste milieu, c'est tout. Il faut pas que ça soit too much. Si c'est too much, là, c'est bizarre. Même pour les artistes. Hein. Ok. C'est tout. Et du coup, dernière question, le mot de la fin. Dernière petite question avant le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le métier de beatmaker? Comment tu aimerais qu'il évolue? Ouais. Tu peux me dire, je veux que ça reste comme ça me convient totalement, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu te dirais, le beatmaker de demain, comment j'aimerais qu'il soit, ou le beatmaking demain, comment j'aimerais que ça soit vu, perçu? Ouais, que ça soit... Est-ce que c'est de la reconnaissance? C'est surtout ça. En fait, que ça soit perçu plus comme un art autant que l'artiste soit perçu sur le même seuil d'égalité que le beatmaker. Qu'il y ait d'égalité avec les artistes. Totalement. Ouais, moi aussi, je suis sans d'accord. ça, t'as pas... Enfin, personne pourra citer un son sans prod, sans musique. On peut les chanter, mais on va jamais aller en concert et chanter les sons a cappella parce qu'il faut la prod derrière. C'est ça qui donne l'émotion, c'est ça qui donne le bounce, c'est ça qui donne le groove, c'est ça qui donne tout. Donc il faut que ça soit sur le même seuil. Le beatmaker doit être là, l'artiste doit être là. Si le beatmaker est là, l'artiste est là, c'est bien, parce que c'est l'artiste qui va mettre en avant la musique, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais sans le beatmaker, il n'y a pas de musique aussi. Okay. Pour toi, aujourd'hui, c'est important de se former pour devenir beatmaker? En fait, au max. Parce que comme ça, t'as différentes compétences et on peut te mettre là, tu le fais, on te met là, tu le fais, on te met là, tu fais tout. Il n'y a pas de blocage. Et c'est cette perspective-là qui peut être intéressante si tu veux bosser à l'international, en France ou peu importe. Faut varier tes talents, varier ta discipline pour en fait savoir tout faire. Si tu sais que faire un seul truc, on va te mettre dans une case, c'est bien. Mais si cette case-là, elle marche plus après. Super. C'est un peu, nous, la philosophie qu'on a chez nous à la Sound Academy, c'est justement offrir ce que nous, on n'a pas eu quand on a commencé. Donc former rapidement sur des trucs simples. Et voilà, mais je suis globalement d'accord avec toi. Non, c'est parfait. Le mot de la fin, RDS? Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci d'être venu et écoute, repasse quand tu veux. Et un petit mot pour, je sais pas, tes fans, des gens qui t'écoutent, un mec qui veut faire du beatmaking dans sa chambre. Qui diversifie son talent, mais qui se mette pas de pression. Juste fais ce que t'aimes et vois toutes tes possibilités, mais faut pas te mettre la pression de ça doit être comme ça. Non, faut s'amuser en fait. Si tu t'amuses pas, tu perds la passion. Et si tu perds la passion, tu perds la musique en vérité. Très clair. Super, merci. C'était RDS pour la Sound Academy. Salut les gars.